Bonjour tout le monde. Donc nous allons aborder la deuxième vidéo de la série d'introduction de Youtubepedia bis. Et on va parler aujourd'hui de cosmologie. C'est parti, dans quelques instants. J'ai toujours pas trouvé ma tenue en aluminium et je suis toujours pas dans un vaisseau spatial, mais bon, on va essayer de faire ça. Voilà. Alors, la cosmologie. De quoi s'agit-il? Alors déjà, la cosmologie est la branche de l'astrophysique qui étudie l'origine, la nature, la structure et l'évolution de l'univers. Et en parlant d'astrophysique, on verra ça plus tard. Alors j'aurais dû commencer par l'astrophysique avant, parce que je ne savais pas que c'était de l'astrophysique. Mais bon, c'est pas grave. L'astrophysique fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, on va commencer par l'histoire des cosmologies scientifiques. Alors ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à vous renseigner, à vous documenter sur l'histoire des cosmologies scientifiques pré-relativistes. Voilà. La cosmologie scientifique, établie à un instant donné, dépend directement de ce que l'on connaît de l'univers. Avant le 19e siècle, l'univers connu était essentiellement réduit au seul système solaire et la cosmologie portait donc uniquement sous la formation de ce système. Ce n'est qu'à partir de la première moitié du 19e siècle que la distance aux étoiles proches a commencé à être connue ou évaluée de façon relativement réaliste. À partir de 1838, grâce à Friedrich Wilhelm Bessel. L'étude de la répartition spatiale des étoiles au sein de notre galaxie a ensuite été effectuée jusqu'au début du XXe siècle. Enfin, dans les années 1920, la nature extragalactique de ce que l'on appelait alors les nébuleuses, aujourd'hui les galaxies, a été découverte par Edwin Hubble. Peu après, Georges Lemaître a également découvert l'expansion de l'univers, c'est-à-dire le fait que les galaxies de l'univers s'éloignent les unes des autres, et ce d'autant plus vite qu'elles sont loin. La cosmologie, telle qu'on l'entend aujourd'hui, est donc l'étude de la structure, l'histoire et l'évolution d'un univers empli de galaxies à perte de vue. Alors, la cosmologie moderne, on va voir quelques ordres de grandeur. Commençons tout d'abord par les distances. La Terre est une planète de taille relativement modeste, environ 6370 km de rayon, en orbite autour d'une étoile de la séquence principale qui s'appelle le Soleil. Par définition, la distance Terre-Soleil est utilisée pour définir l'unité astronomique, soit environ 150 millions de kilomètres. Donc si par exemple je dis 3 unités astronomiques pour établir une distance, ça veut dire 3 fois la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire 3 fois 150 millions de kilomètres, donc 450 millions de kilomètres. Unité astronomique qui se dit aussi AU. Donc s'il dit 3 AU, ça veut dire 450 millions de kilomètres. D'autres planètes orbitent autour du Soleil. La planète la plus éloignée du Soleil, sans compter les planètes naines, et la planète, je vous donne dans le mille,
Neptune. Neptune, qui est distante d'environ 4 milliards et demi de kilomètres du Soleil, soit 30 fois la distance Terre-Soleil. Donc faire Terre-Soleil, Terre-Soleil, Terre-Soleil 30 fois, vous arrivez à Neptune. Bon voyage. Le système solaire est lui-même lié à une structure qui s'appelle la galaxie. Dans notre cas, il s'agit de ce qu'on appelle la Voie lactée, comprenant plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Je sais pas qui est-ce qui les a comptés, mais probablement une machine. L'étoile la plus proche du Soleil s'appelle le Proxima du Centaure. Et cette étoile est située à un peu plus de 4 années-lumière. C'est-à-dire à peu près, plus ou moins 38 000 milliards de kilomètres de celui-ci. 38 000 milliards de kilomètres. Soit 260 000 fois plus que la distance entre le Soleil et la Terre. Je rappelle que l'unité astronomique se dit UA. Ou AU si on est chez les Anglais. Vous imaginez que le Proxima du Centaure se trouve par rapport au Soleil. Hein. Et c'est l'étoile la plus proche. En gros, les étoiles qu'on voit dans le ciel sont beaucoup plus loin que ce que je croyais. Alors, mais comment on peut voir à l'œil nu Donc, la plupart des étoiles visibles à l'œil nu dans le ciel nocturne sont à des distances de plusieurs dizaines, voire des centaines d'années-lumière. Eh ben, voilà, je viens d'apprendre quelque chose, c'est que les étoiles sont visibles de très 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 loin. Hein. Très 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 loin. Le Soleil est situé à la périphérie de la galaxie. Il en est à environ 25 000 années-lumière. La galaxie a un rayon environ 2 fois plus grand que cette distance, pour un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Ces dimensions en font une galaxie typique de l'univers. Si l'on accepte les galaxies naines, qui existent en nombre dans le voisinage de notre galaxie, la galaxie massive la plus proche de nous s'appelle la galaxie d'Andromède, dont la distance est légèrement supérieure à 2 millions d'années-lumière. Notre galaxie et celle d'Andromède sont les deux représentants les plus massifs d'un groupe de galaxies liées par la gravitation et appelé ce que l'on appelle le groupe local. Ce groupe local qui est large de quelques millions d'années-lumière. Je ne sais pas si on en parlera du groupe local, je pense pas. Le groupe local, en fait, c'est la réunion de 60 galaxies. Alors, il existe d'autres structures plus grandes dans l'univers, appelées des amas de galaxies et des super-amas. L'amas le plus proche du groupe local est l'amas de la Vierge. Pas un amas. Ou amas de Virgo, du nom latin de la constellation. Lui-même situé près du centre du superamas de la Vierge. Les superamas sont les plus grosses structures existant dans l'univers.
Alors, est-ce que c'est prévu que je fasse une vidéo là-dessus? Je pense que oui. Hein. Il n'y a pas de vidéo sur, sur le groupe local. Hein. Je pense qu'il y en aura sur les Superama. Hein. Toutefois, leur taille ne dépasse pas 200 à 300 millions d'années-lumière. Ces structures s'organisent en filaments de plus forte densité qui entourent des espaces quasiment vides d'une taille de l'ordre de centaines de millions d'années-lumière. Les astres y pénétrant étant ralentis par l'effet gravitationnel des filaments constitués de superamas. La limite de l'univers observable est-elle estimée à 45 millions d'années-lumière, ce qui correspond à la distance de l'horizon cosmologique dans le cadre du modèle standard de la cosmologie. Voilà. Alors, observable sûrement à l'œil nu, je ne sais pas. Mais je pense qu'on peut voir très loin à l'œil nu. Hein. Du fait que les étoiles sont très brillantes. Alors, on estime à 10 millions le nombre de superamas situés dans l'univers observable. 10 millions. 25 milliards le nombre d'amas de galaxies situées dans l'univers observable. 350 milliards le nombre de galaxies massives supérieures à ou correspondant à notre galaxie située dans l'univers observable. Et enfin, 30 000 milliards de milliards, c'est-à-dire 3 multiplié par 10 puissance 22, le nombre d'étoiles situées dans l'univers observable. Voilà. Il y a de quoi faire. Alors maintenant on va parler des masses. La masse volumique de la Terre est d'environ 5 tonnes par mètre cube. Étant donné sa taille, sa masse est d'environ 6 multiplié par 10 puissance 24 kg. Le Soleil, qui est une étoile typique, est environ 300 000 fois plus massif, soit 2 multiplié par 10 puissance 30 kg. Pour les objets les plus gros, galaxies, amas de galaxies, il est de coutume d'utiliser la masse solaire comme unité de masse. Le kilogramme devenant une unité trop petite au vu des nombres qui sont en jeu. Les observations indiquent que les galaxies sont significativement plus massives que les étoiles qui les composent. On est à peu près certain aujourd'hui qu'en plus de la matière ordinaire dont nous sommes faits, il existe une autre forme de matière actuellement inconnue en laboratoire qui s'appelle la matière noire. Contrairement à la matière ordinaire, cette matière noire n'interagit pas avec la lumière et se trouve donc invisible. De plus, elle ne forme pas de structure compacte comme des étoiles, des planètes ou des astéroïdes, mais a une répartition nettement plus diffuse au sein des galaxies. La masse de la matière noire au sein des galaxies et dans l'univers tout entier est environ 6 fois plus élevée que celle de la matière ordinaire. La masse de notre galaxie est donc d'un peu plus de 1000 milliards de masses solaires. Donc un chiffre qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. On peut même pas l'exprimer en kilos, c'est pour dire. La masse estimée des superamas est d'environ quelques 10 puissance 15 masses solaires. Pareil là, c'est le chiffre n'est pas possible, on peut pas le dire. Rapportés à leur taille, les superamas sont des objets extrêmement peu denses, quelques dizaines d'atomes par mètre cube seulement.
la masse de l'univers observable est estimée à 1,4 multiplié par 10 puissance 24 masse solaire. Alors maintenant, on va parler des durées. La période de révolution de la Terre autour du Soleil correspond, vous le savez tous, à une année. Alors en fait, une année tropique. Donc l'année tropique, ouais, c'est pareil, ça veut dire année solaire. Plus les planètes sont éloignées du Soleil, plus leur période de révolution est grande. Conséquence de la troisième loi de Kepler. Ainsi, Neptune, qui se trouve la plus éloignée, a une période de 165 ans. Ce qui veut dire que quand la Terre met un an pour tourner autour du Soleil, Neptune met 165 ans. Les ordres de grandeur augmentent considérablement si l'on regarde la période de révolution du Soleil autour du centre galactique. Elle est d'environ 200 millions d'années. Les étoiles ne sont pas des objets immuables. Elles se forment, se mettent à briller, puis s'éteignent faute de combustible nucléaire en leur sein. L'âge du Soleil est d'environ 4,5 milliards d'années. Les étoiles les plus vieilles de notre galaxie ont environ 10 milliards d'années. Voilà pourquoi je commence mon cours d'histoire par 10 milliards d'années avant le présent. Puisque on commencera par l'histoire par les premières étoiles, quoi. C'est aussi l'âge de notre galaxie. 10 milliards, voilà. Autre raison, 4,5 milliards d'années, hein, dans la galaxie. Bah, ouais, quoi. Les galaxies aussi naissent à partir d'immenses... Ah oui, l'âge de la galaxie, ok. Donc oui, 10 milliards d'années. Ouais, j'ai fait une confusion. Dans ma tête, j'avais fait une confusion entre galaxie et le système solaire. Oui, le système solaire, c'est 4,5 milliards d'années. Par contre, notre galaxie, c'est à peu près 10 milliards d'années. Oui, en fait, je commence mes vidéos d'histoire à partir de la naissance de notre galaxie. Bon, il y aura pas, en fait, il y aura rien à dire, mais bon, j'ai prévu le coup. Bah, vous savez que je parlerai beaucoup d'astronomie. Alors, les galaxies aussi naissent à partir dimanche. Non, non, c'est un problème d'articulation. Les galaxies aussi naissent à partir d'immenses nuages de gaz. L'univers lui-même, tel que nous le connaissons, n'est pas éternel. Il est issu d'une phase extrêmement dense et chaude. Souvenez-vous, c'est le Big Bang qui s'est produit il y a environ 13,819 milliards d'années. Alors, on va parler de la relativité générale et ce que ça a apporté. Et de ce que ça a apporté. La cosmologie a pour but de décrire l'univers et sa formation, que l'on peut dans un premier temps représenter par une distribution relativement uniforme, à grande échelle, de matière. Il se trouve que la mécanique newtonienne s'avère incapable de décrire une distribution uniforme et infinie de matière. Pour décrire l'univers, il est indispensable de faire appel à la relativité générale, découverte par Albert Einstein en 1915. Donc, la relativité générale décrit l'influence de la présence de matière et plus généralement d'énergie
sur le mouvement des astres en tenant compte des principes de la relativité restreinte. Pour donner une définition vite fait. Einstein est d'ailleurs le premier à publier un modèle cosmologique moderne, solution de cette théorie fraîchement découverte, mais décrivant un univers homogène, fini et statique. Ce modèle est essentiellement autant motivé par des considérations philosophiques que physiques, mais introduit une idée extrêmement ingénieuse et un peu hasardeuse à l'époque, le principe cosmologique. Mais normalement, la philosophie n'a rien à voir avec la physique, mais bon, on va pas lui en vouloir à notre ami Einstein. La découverte, quelques années plus tard, de l'expansion de l'univers par Edwin Hubble remet en cause le modèle d'univers statique d'Einstein et finit de jeter les bases de la cosmologie moderne. L'univers, ou en tout cas la région accessible aux observations, est en expansion et décrit par la relativité générale du fameux Einstein. Son évolution est déterminée par cette théorie ainsi que par les propriétés physiques des formes de matière présentes dans l'univers. C'est essentiellement en fonction de ces dernières que les différentes théories cosmologiques vont émerger. Les observations indiquent que l'univers est en expansion. Il était plus dense et plus chaud par le passé. C'est là l'idée fondatrice du Big Bang, dont le modèle a émergé au milieu du XXe siècle. Il indique que l'univers, tel que nous le connaissons, est issu d'une phase dense et chaude, sans prétendre savoir ce qui s'est passé au tout début de cette phase, à l'issue de laquelle il était dans un état extrêmement homogène, c'est-à-dire sans objet astrophysique. Il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de galaxies, il n'y avait pas grand-chose en fait. Ces objets, étoiles, galaxies, se sont par la suite formés par un mécanisme appelé l'instabilité gravitationnelle. À mesure que des objets astrophysiques se forment, les conditions physiques qui règnent dans l'univers changent pour finalement produire l'univers tel que nous le connaissons. Le détail de ces processus dépend de nombreux paramètres comme l'âge de l'univers, sa densité et les propriétés des différentes formes de matière qui coexistent dans l'univers. En pratique, les chercheurs élaborent des modèles cosmologiques, c'est-à-dire une sorte de scénario décrivant ici les différentes phases par lesquelles l'univers est passé depuis et éventuellement pendant le Big Bang. Dans les années 1990, a finalement émergé le modèle standard de la cosmologie qui représente le modèle le plus simple à même d'expliquer l'ensemble des observations cosmologiques. Et je vous invite à vous renseigner sur ce modèle, sur le modèle cosmologique. Et notamment sur le modèle standard de la cosmologie, que nous allons voir de toute manière tout de suite. La relativité générale, la mécanique quantique et la théorie des champs. Ces trois-là. Pour ceux qui ont ça, pareil, pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent faire des recherches. Donc, la relativité générale, la mécanique quantique et la théorie des champs, couplées à de nombreuses observations astronomiques, permettent aujourd'hui d'ébaucher un scénario relativement fiable de l'histoire de l'univers sur les 13 ou 14 derniers milliards d'années. Il est de coutume désormais de parler d'un modèle standard de la cosmologie, à l'instar du modèle standard en physique des particules, bien que ce dernier soit
quantitativement mieux testé et mieux contraint. Le modèle standard de la cosmologie est basé sur le concept de l'expansion de l'univers et le fait que celui-ci ait été plus dense et plus chaud par le passé, d'où le terme de Big Bang chaud. Sa description repose sur l'utilisation de la relativité générale pour décrire la dynamique de son expansion et la donnée de son contenu matériel déterminé, pour partie par l'observation directe, pour partie par un ensemble d'éléments théoriques et observationnels. On considère aujourd'hui que l'univers est homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il a toujours le même aspect, quel que soit l'endroit d'où on l'observe et la direction dans laquelle on l'observe. Que sa courbure spatiale est nulle, c'est-à-dire que la géométrie à grande échelle correspond à la géométrie dans l'espace usuelle, et qu'il est rempli d'un certain nombre de formes de matière, à savoir, nous avons dans l'univers, nous avons de la matière ordinaire, des atomes, des molécules, des électrons, et ainsi de suite, que l'on appelle aussi la matière baryonique, entrant pour environ 5% de la composition de l'univers. Une autre forme de matière est appelée la matière noire, ou la matière sombre, d'origine non baryonique, composée de particules massives non détectées à ce jour, entrant pour environ 25% de la composition totale. Une autre forme d'énergie, dont la nature est mal connue, mais qui pourrait être une constante cosmologique, est appelée génériquement l'énergie noire, entrant pour 70% dans la composition du contenu matériel de l'univers. À ceci s'ajoute dans une minute. Alors, à ceci s'ajoute le rayonnement électromagnétique, principalement sous la forme d'un fond homogène de photons, issu de la phase dense et chaude de l'histoire de l'univers, qui s'appelle le fond diffus cosmologique. Il existe également un fond cosmologique de neutrinos, non détecté à ce jour, mais dont l'existence est avérée par un certain nombre d'observations indirectes, ainsi qu'un fond cosmologique d'ondes gravitationnelles, également non détectées, directement ou indirectement. Il est probable que par le passé, le contenu matériel a été différent. Par exemple, il n'existe pas, ou seulement très peu, d'antimatière dans l'univers. Cependant, on pense que par le passé, matière et antimatière existaient en quantité égale, mais qu'un surplus de matière ordinaire s'est formé lors d'un processus encore mal connu que l'on appelle la baryogenèse. À l'heure actuelle, seules les époques les plus reculées de la phase d'expansion de l'univers sont mal connues. L'une des raisons à cela est qu'il n'est pas possible d'observer directement ces époques. Le rayonnement le plus lointain détectable à l'heure actuelle, c'est-à-dire le fond diffus cosmologique, ayant été émis environ 380 000 ans plus tard. Plus tard, c'est-à-dire 380 000 ans après le Big Bang. Nous ce qu'on peut voir, de la Terre, ce qu'on peut observer, c'est simplement le fond diffus cosmologique. Donc là, c'est-à-dire, le plus loin qu'on puisse aller, c'est 380 000 ans après le Big Bang. Un certain nombre de scénarios décrivant une partie des époques antérieures existent, parmi lesquels
le plus populaire est celui de l'inflation cosmique. Voilà, donc c'est-à-dire le cosmos qui s'agrandit d'un seul coup, quoi. Le destin de l'univers n'est pas, à l'heure actuelle, non plus connu avec certitude, mais un gros nombre d'éléments laissent penser que l'expansion de l'univers se poursuivra indéfiniment. Une autre question non résolue est celle de la topologie de l'univers, c'est-à-dire sa structure à très grande échelle, où diverses idées ont été proposées, notamment concernant la forme de l'univers, où on ne sait pas quelle est la véritable forme, sa véritable forme. Alors maintenant, on va faire l'histoire. La notion d'univers a évolué au cours de l'histoire. Alors que la Terre était généralement considérée comme un point fixe, c'est ce qu'on appelle la théorie géocentrique, défendue entre autres par Aristote et par Ptolémée. La Renaissance a vu émerger l'idée que notre planète n'occupait pas de position privilégiée dans l'univers. C'est ce qu'on appelle le principe copernicien. Et n'en était certainement pas au centre. C'est à partir du XVIIe siècle que les premiers instruments d'observation astronomique ont fait leur apparition. Lunettes astronomiques de Galilée, puis le télescope d'Isaac Newton, permettant d'arpenter le cosmos et de réfléchir à sa structure, puis à partir du XXe siècle, à son histoire et son évolution. Depuis le XVIIIe siècle, la cosmologie s'est émancipée de la métaphysique et de la théologie. La distinction entre cosmologie scientifique et cosmologie religieuse va être abordée tout de suite. Les autres paragraphes, ensuite, on traitera de langue moderne de la cosmologie scientifique. Et si ça se trouve, au centre de l'univers, est habité par des extraterrestres 1000 fois plus évolués que l'être humain. On peut toujours délirer, hein. Bah. Quand on est dans l'infiniment grand, tous les délires sont possibles. Mais là, on n'est pas, on n'est pas à Hollywood, on n'est pas dans les studios Disney, hein. Voilà. Petite pause. Bon, on n'est pas dans la guerre des étoiles non plus, hein. Alors, pour ceux qui vont en savoir plus, qui veulent se documenter, vous pouvez voir tout ce qui concerne la métaphysique, la cosmologie religieuse et bien sûr la cosmogonie. Alors, la cosmogonie, c'est plutôt le truc des Incas, les Aztèques, enfin tout ce genre de tribus hein, qui avaient une histoire bien à eux de l'univers, hein. Y compris chez les Chinois, hein, avec le Bouddha et ce genre de personnage. C'est ça la cosmogonie, hein. Mais c'est une notion qu'on ne verra pas, parce que là on part dans de la mythologie. Pareil pour la métaphysique, c'est un peu dans le même, dans ce genre de, je vais pas dire de délire, hein, alors,
On pourrait s'étonner de ce que le terme cosmologie soit utilisé tout à la fois dans les domaines scientifiques et religieux. Moi, ça ne me surprend pas, puisque la religion se sert de la science pour prouver que la religion est vraie. Et pour moi, il y a un lien entre les deux qui est assez net. Alfred North Whitehead est le penseur qui rend le mieux compte de la raison pour laquelle il en est ainsi dans son ouvrage principal, Procès et réalité et cette cosmologie, écrit en 1929. Je répète, Alfred North Whitehead, Procès et réalité et cette cosmologie, publié en 1929. Écrit cosmologie est dans le vocabulaire de l'auteur synonyme de métaphysique. C'est l'objet de la philosophie spéculative, définie comme la tentative pour former un système d'idées général qui soit nécessaire, logique, cohérent, et en fonction duquel tous les éléments de notre expérience puissent être interprétés, comme un cas particulier du schéma général. Chaque mot compte. Chercher à rendre compte de la totalité des éléments de notre expérience suppose un système d'idées. Aucune idée seule ne peut rendre compte de tout. Est adéquate un système d'idées qui ne laisse échapper aucun élément et rend compte de tout, qui a même texture que l'expérience. Est cohérent un système dans lequel chaque idée tient compte de toutes les autres dans une relation de présupposition mutuelle. Aucune n'a de sens prise isolément. Ce système doit forcément partir du langage ordinaire, quotidien, qui est assez flou, contrepartie de sa polysémie. Whitehead choisit soigneusement les mots qu'il emploie, et s'il recourt à des néologismes, c'est pour extraire les mots de la gangue d'émotions et d'indications qu'ils emmènent inévitablement avec eux. La cosmologie, ce n'est pas seulement l'objet de la science spéciale indiquée par ce nom, cette branche de l'astrologie qui étudie l'univers. Cette branche de l'astrologie qui étudie l'univers. J'ai bien dit astrologie. C'est l'étude de l'ensemble des sciences, en tant qu'elles sont chacune le lieu d'une expérience d'une région de l'univers qui désigne seule la totalité de ce qui est. Pour Aristote, la métaphysique désignait simplement ce qui est au-delà de l'expérience. Pour Whitehead, ce qu'il y a au-delà de l'expérience, c'est d'autres expériences, mais aussi le langage. C'est pourquoi il convient de se méfier de ce dernier. Tout l'effort d'une métaphysique rationnelle consiste en une sorte d'examen de l'usage du langage afin d'éviter qu'il se crée des localisations fallacieuses du concret. Pensez, comme Newton, que la matière n'est pas créatrice, qu'elle est un donné non évolutif, est un exemple de localisation fallacieuse du concret, en entraînant d'autres, puisqu'il faut de ce cas supposer que le donné a été créé. Oula, quand on est dans la métaphysique, c'est... Là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont décroché, là. Alors, on va essayer de sortir de ce mauvais pas. Penser que les sensations sont le pur donné de l'expérience est un autre exemple de localisation fallacieuse du concret, puisqu'en réalité, les sensations sont le fruit des organes, de notre histoire, etc., et que l'on ne peut s'en assurer qu'au travers d'un examen rigoureux. Les sciences spéciales, par leur ignorance mutuelle des travaux des autres,
leur naïveté à l'égard des spécialités différentes de la leur, ne cessent de créer de telles localisations fallacieuses du concret. Whitehead était extrêmement préoccupé par cette parcellisation du travail scientifique qui ne génère plus de savants, mais des professionnels d'un domaine étroit de l'expérience. L'auteur estime procéder à l'inverse de tous les autres concepteurs de systèmes métaphysiques. Pour lui, les principes premiers de la métaphysique ne sont pas la base qui permet d'élaborer le système, mais le but de la discussion. Ils ne sont jamais formulables de manière complète. Leur connaissance est asymptotique. Bon, j'allais dire asymptomatique. Non, asymptotique. Toute élaboration de systèmes de ce genre est une aventure d'idées. Ce sont des idées qui sont mises à l'essai. De tels principes sont pourtant incontournables, car eux seuls permettent de vérifier la rigueur des concepts utilisés dans les différentes sciences. L'autarcie des sciences spéciales positives, la biologie, la physique, ainsi de suite, au nom de laquelle la métaphysique est généralement rejetée, crée un ensemble de vide entre les disciplines qui rend impossible la critique des concepts qui sont malgré tout utilisés et définis différemment par chacune de ces sciences. Les travers de la spécialisation sont constamment critiqués par Whitehead pour toutes sortes de raisons que nous découvrirons petit à petit. L'une d'entre elles est que le monopole des sciences spéciales sur les concepts crée une polysémie que personne ne contrôle. Ainsi, un champ recevra-t-il une définition en physique qui sera fort différente de celle qu'il reçoit en agronomie, sans qu'il n'y ait jamais de discussion critique sur la pertinence du terme, sur sa capacité à indiquer l'expérience sans tromper. Donc, le champ, un champ, n'aura pas la même définition selon qu'on est dans le domaine de l'agronomie ou que l'on soit dans le domaine de la physique. Pourtant, c'est la même chose, mais ce ne sera pas la même définition. Bah, non, pas la même chose. C'est le même concept, bah, c'est le même mot, mais le mot aura une définition différente selon le domaine que l'on étudie. Parce que c'est dû à la spécialisation. Whitehead se méfie beaucoup des abstractions. D'une certaine manière, sa philosophie tout entière est tendue vers cet unique objectif d'éviter les abstractions mal placées ou localisation fallacieuse du concret qui nous conduisent dans des impasses et génèrent cette métaphysique comme champ de bataille que Kant avait bien raison de dénoncer. Whitehead cherche au contraire à se tenir au plus près de l'expérience. Il entend faire preuve d'audace spéculative et d'humilité devant les faits. C'est leur traitement des faits têtus que les théories de la philosophie moderne sont les plus faibles. Mais s'il cherche à tenir compte de toutes les sciences, Whitehead s'inspire en particulier d'Einstein et de la physique des quanta. C'est vrai que, contrairement à l'ancien temps, les sciences ont tendance à se spécialiser, alors qu'avant, les scientifiques touchaient un peu à tout. Alors, se tenir au plus près de l'expérience, c'est rejeter la différence entre les qualités primaires, ce que la science mathématique met en évidence, et les qualités secondes, ce que nous appréhendons dans l'expérience. C'est un point crucial de la philosophie de Whitehead qui rejoint le souci romantique. N'omettre aucune expérience, rendre compte de toutes
C'est dans la manière de rendre compte de la perception que résident les difficultés de la métaphysique moderne. Le souci sous-jacent est aussi de nature démocratique. Nous le verrons plus loin. Aucune expérience ne doit être écartée par la seule raison de l'autorité. L'expérience ne s'explique que par l'expérience. L'élucidation de l'expérience immédiate est l'unique justification d'une pensée. Et le point de départ de la pensée, c'est l'examen analytique des composants de cette expérience. Seul conduit à critiquer les théories de la perception héritée, qu'elles soient sensualistes ou suggestivistes. Aux sensualistes, il reproche de s'en tenir au présent immédiat, ne voyant pas que les données de l'expérience ne sont jamais claires et distinctes et demandent toujours des investigations pour être précisées. Ainsi, l'examen de l'œil permet-il de comprendre que nous ne percevons que certaines longueurs d'onde et l'usage d'instruments permet-il de rendre perceptible ce qui ne l'était pas par les seuls sens. Le subjectivisme qu'il prête à Kant ne tient pas non plus, pas plus que la seule logique, car rien dans l'expérience ne permet d'attribuer l'organisation des choses au seul entendement. Cela ne revient pas non plus à dire qu'il n'y a rien à tirer des sens ou de la logique, au contraire. Mais le domaine de validité des enseignements provenant de ces expériences doit être établi de telle manière à ne pas outrepasser leurs droits. La vraie méthode est semblable au vol d'un avion. Elle ne cesse d'aller et de revenir de l'expérience à la rationalisation imaginative. La tâche de la philosophie, c'est aussi de recouvrer la totalité rejetée dans l'ombre par la sélection, à laquelle procède sans cesse la conscience, et plus généralement les perceptions. Pour Whitehead, l'univers est créativité. Dieu est le divin et l'aboutissement de la créativité, le fondement de l'ordre et l'aiguillon du nouveau. Il n'est pas ce qui se tenait déjà avant la création du monde, dans le passé, mais ce qui se tient avec toute création qui ne cesse jamais. Il y a lieu de parler de Dieu, car cette créativité est inexpliquée et inexplicable. Elle est le fondement ultime du réel. C'est Platon dans le Timée qui met la créativité au fondement du processus cosmologique. Si la matière n'était pas création, comme chez Newton, il faudrait supposer un créateur initial. Ce n'est pas nécessaire chez Whitehead, et cela parce que cet auteur considère qu'un tel Dieu créateur est inaccessible à l'expérience et constitue donc le type même de la localisation fallacieuse du concret. On aura compris que la cosmologie de Whitehead reste de part en part kantienne, au sens où Kant a voulu rester dans les limites de l'expérience. La différence est que Whitehead propose une toute autre théorie de la perception, s'appuyant beaucoup moins sur des catégories a priori, qui jugent trop subjectives, et beaucoup plus sur le résultat des sciences spéciales, en tant qu'elles sont chacune une expérience du réel. Science et religion ont donc même objet, ce qui explique qu'il y ait des cosmologies religieuses et d'autres scientifiques. La différence entre les deux doit se juger de manière pragmatique d'après l'expérience. Religion ne doit pas être prise au sens naïf, comme un ensemble de croyances sans fondement scientifique. De telles définitions ne pourraient venir que de non-spécialistes des religions. Les théoriciens de la religion sont Durkheim, Mauss, Bourdieu, Beichler,
Gauchet, Moscovici, Sartre, etc. On peut au moins définir le religieux comme l'expérience du sacré et le sacré comme ce qui, dans une société, est important. L'importance est ce qui fait tenir une société ensemble. C'est au cours de cérémonies que ce qui est important est réaffirmé, étant toujours menacé de dériver par l'incessante création de nouveautés. C'est au cours des révolutions, Durkheim parle d'effervescence, que changent les fondements de ce qui est important. Au Moyen Âge, théologie et cosmologie étaient étudiées par les mêmes intellectuels. Whitehead souligne d'ailleurs que si Galilée avait raison de dire que la Terre bouge, l'Église avait raison de dire que c'était le Soleil qui bouge. Ce dont la théorie de la relativité a finalement rendu compte en montrant que ce sont les deux qui bougent, dans un univers où tout bouge. Il faut aussi tenir compte des instruments de l'époque. Les étoiles éloignées paraissaient fixes et leur nature pouvait difficilement être comprise, sans télescope. Whitehead rend compte de cela. L'expérience peut être changée par l'invention de tel ou tel instrument. L'expérience que nous avons du réel sans instrument ne reste pas moins valable pour autant. Nous voyons toujours le soleil traverser le ciel et la terre être fixe sous nos pieds. C'est simplement une autre perspective sur les mêmes objets. Les objets sont susceptibles d'un nombre indéfini de perspectives dont aucune n'est plus vraie qu'une autre. Dans la classification de Christian Wolff de 1729, la cosmologie était une des trois disciplines de la métaphysique spéciale, avec la théologie, donc autour de Dieu, et la psychologie, donc autour de l'âme. Cosmologie, théologie, psychologie. Trois domaines qui restent encore d'importance, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Par nature, les cosmologies scientifiques se confrontent à la méthode scientifique et sont échafaudées de façon à être des théories satisfaisantes les plus compatibles avec les observations à une époque donnée. La qualité des observations allant s'améliorant, les théories sont régulièrement affinées de façon à tenir compte de celles-ci au gré des progrès scientifiques et technologiques. La vérité d'aujourd'hui ne sera pas la vérité de demain. Dans certains cas, elle peut être abandonnée au profit d'autres théories si les observations s'avèrent impossibles à réconcilier avec elles. Les grands changements de paradigme restent relativement rares dans l'histoire de la cosmologie. On a eu notamment dans l'histoire l'abandon du géocentrisme au profit de l'héliocentrisme. On a eu aussi la découverte des échelles de distance interstellaire. On a eu aussi la découverte de la structure de la Voie lactée. On a ensuite découvert que l'expansion de l'univers. Donc tout cela a amené des modifications au niveau scientifique. Où on a pris un virage, comment on dit, à 180 degrés. Où on a carrément changé de cap, quoi. Les modifications moins drastiques d'une théorie donnée sont plus fréquentes par contre. Ajout de l'inflation cosmique, ajout de la matière noire, ajout de l'énergie noire. Tout ça, tous ces ajouts en ce qui concerne le modèle standard de la cosmologie, par exemple. Donc il y a un modèle standard de la cosmologie de base, et ensuite on a ajouté l'inflation cosmique, on a ajouté la matière noire, on a ajouté l'énergie noire.
dans les données. Et sur ce, bah, c'est terminé. Donc c'était pas évident, c'était pas simple. Euh, c'était parce qu'on est entré dans la métaphysique et la philosophie, et tout de suite, et tout de suite, le niveau augmente, hein. Le niveau intellectuel de la vidéo a augmenté. Alors sur ce, je vais dire à la prochaine, hein. Donc c'est bien, la vidéo a duré moins d'une heure. Alors j'aurais pu faire deux vidéos de 30 minutes, mais bon. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont décrocher à partir de la, peut-être à partir de la 30e minute, si c'est pas, puisque quand on entre dans la philosophie et la, la métaphysique, c'est tout de suite, ça attire beaucoup moins de monde en fait. Donc la prochaine fois, on verra l'astronomie galactique. Ça sera la troisième vidéo de la série YouTube, YouTubepedia. Et on verra en même temps, plus tard, l'astronomie extragalactique. Ça, ce sera la vidéo YouTubepedia 3 bis. Voilà. Donc ce sera bah, un petit peu plus tard, je sais pas quand. Peut-être aujourd'hui. Voilà. Donc merci à tous ceux qui m'ont écouté jusque-là. Mais c'est vrai que c'était pas, je vous admets que c'est pas un sujet qui était très très facile à aborder. Voilà. C'est pas du tout public. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois.